Once again. Bonjour, tout d'abord je me présente. Je suis Mohamed Tahar, docteur en sociologie. J'ai préparé une thèse de doctorat sur l'engagement religieux chez les salafistes au Maroc. Et avant de partager avec vous mon expérience, j'aimerais remercier et saluer vivement celles et ceux qui ont initié cette idée de partage et d'échange entre les docteurs et les doctorants. Donc ce que j'aimerais partager avec vous, il s'agit de 10 conseils qui résument à mon sens le processus de réalisation d'une thèse. Je commence d'abord par le choix du sujet. Quand j'ai commencé à travailler sur le salafisme en tant que sujet de ma recherche, la première chose que j'ai faite était de lire sur le salafisme. Donc j'ai commencé par les articles scientifiques, j'ai consulté des thèses et des ouvrages sur ce sujet. Et c'était vraiment une étape importante. Ça m'a permis de construire ce qu'on appelle la revue de littérature. Mais à la fin de cette étape, je me suis rendu compte qu'elle n'était pas suffisante pour que le sujet de ma thèse soit clarifié. Parce que d'abord, j'ai pas pu me positionner par rapport aux études qui ont été faites sur le salafisme. Et également parce que j'ai pas pu répondre à la question quelle serait la pertinence et l'originalité de ma thèse en comparaison avec les thèses sur le salafisme. Donc à ce moment-là, j'ai réalisé qu'il faut qu'il y ait une entrée conceptuelle. Il faut que je trouve une entrée conceptuelle qui va me permettre d'aborder ce sujet du salafisme. Donc, j'ai choisi de travailler, j'ai choisi comme entrée conceptuelle l'engagement. D'abord l'engagement comme concept, mais aussi l'engagement avec ce qu'elle couvre, ce qu'elle recouvre en termes de théorie. Une panoplie de théories sur l'engagement en psychologie, en sociologie et en politique, les différents types d'engagement, l'engagement organisationnel, politique, partisan, etc. Donc c'était pour moi intéressant d'avoir cette entrée pour juste voir le sujet d'un autre point de vue. Parce que j'ai réalisé que l'étude du salafisme était réduite à une analyse politique, idéologique, historique, mais pas assez, je dirais, identitaire, de le sens où ça veut dire dans le sens où le salafisme n'est pas seulement une construction idéologique, historique, etc., mais aussi une construction identitaire pour les salafistes eux-mêmes. Donc, les écrits qui ont été faits sur l'engagement, ils m'ont énormément aidé. Parfois, c'est une anecdote. J'ai consulté un ouvrage qui portait sur l'engagement politique en France dans les années 80 et quand j'ai consulté je l'ai même pas consulté, j'ai lu juste le titre, je me suis dit ça c'est pas intéressant, c'est pas pertinent parce que c'est pas mon sujet. Et je me suis dit quand même, je vais feuilleter un peu, je vais lire la table des matières, un peu l'introduction et la conclusion. Et je vous jure que c'était parmi les références principales de ma thèse, qui étaient plus intéressantes que même des références sur le salafisme lui-même. Parce que j'ai trouvé pas mal de théories, des typologies sur l'engagement, une méthodologie d'aborder la question d'engagement. Donc c'était enrichissant
qui m'a permis d'élaborer la grille d'entretien que je vais la grille d'entretien vraiment que je vais faire, que je vais utiliser pour entamer mes entretiens avec les salafistes. Donc quand j'ai fini la grille d'entretien qui était dans sa construction, il était vraiment, je dirais, il était processuel, il était progressif. Ça veut dire quand j'ai commencé à lire sur l'engagement, dès que je tombe sur une question qui est intéressante, un constat, donc je le transforme et je le mets dans la grille d'entretien, et à la fin j'ai retravaillé la grille d'entretien. Donc aussi la grille d'entretien est une construction, ça veut dire il est progressif. Quand j'ai fait la grille, j'ai développé la grille, j'ai entamé mon terrain de recherche, j'ai commencé par 10 entretiens. Donc j'ai réalisé des entretiens au départ. J'ai réalisé des entretiens, par la suite j'ai retranscrit les 10 entretiens, et là, un autre blocage, ça veut dire, il faut que vous le sachiez. Le processus de la thèse, il y a pas mal de blocages, mais à chaque fois, il faut chercher une solution pour se débloquer, pour aller de l'avant. Donc, le blocage que j'ai rencontré là, c'est que quand j'ai retranscrit des entretiens, c'est énorme. C'est énorme en tant que données qualitatives. En plus, les données collectées, soit en théorie d'engagement, soit aussi en ce qui concerne la revue de littérature, je me suis trouvé face vraiment à un tas de données qualitatives et aussi théoriques. J'ai pas pu vraiment saisir le fil conducteur. Ça veut dire par quoi je vais commencer pour analyser ces données-là. Et là, voilà une stratégie CAMAP. J'ai décidé de commencer à analyser juste un seul entretien. Juste un seul entretien. Donc, ce que j'ai fait avec cet entretien, 3 étapes. D'abord, l'étape de la thématisation. Donc, j'ai thématisé l'entretien selon des thèmes, que ce soit quand elle parle par exemple de la famille, quand elle parle de leur vie antérieure à l'engagement, quand elle parle, voilà. Donc j'ai un peu thématisé. Par la suite, j'ai décrit chaque axe thématique. Je l'ai décrit. Ça veut dire quand j'ai dit décrire, c'est une description pure et dure. Ça veut dire j'ai pas fait appel aux données théoriques, j'ai pas fait appel aux données même comparatives avec d'autres études sur la question. Donc la première étape, donc c'était la thématisation, par la suite la description, et enfin j'ai poussé un peu la description pour analyser les constats et analyser les données descriptives. Et quand j'ai dit analyser, il y a beaucoup de choses. Quand j'ai dit analyser, d'abord, j'ai comparé avec des données théoriques que j'ai, avec des concepts que j'ai mobilisés, avec des études qui ont été faites sur le sujet, soit pour renforcer des données descriptives, soit pour les discuter, les refuter, les confronter. Vraiment, c'était ça. Quand j'ai terminé ces phases-là, ça veut dire une description, une analyse d'un seul entretien. Là, cet entretien-là est devenu pour moi le centre d'analyse. Ça veut dire, en ce qui concerne le deuxième, le troisième, le quatrième entretien, c'était pour moi soit pour comparer avec le premier entretien, rajouter des choses, renforcer des éléments, discuter des éléments, contraster des éléments descriptifs, donc aussi pour enrichir l'analyse.
mais toujours selon la première analyse du premier entretien. Et ça m'a permis, de créer des typologies. Ça veut dire des typologies, des profils. Ça veut dire des salafistes autonomes a priori, des salafistes autonomes a posteriori. Ça veut dire les types de l'engagement initial, l'engagement du deuxième degré. C'est la troisième phase. Après la description et l'analyse, là, vous pouvez aller avancer un peu, aller de l'avant pour, je dirais, interpréter, expliquer le sens du phénomène, mais aussi oser créer vraiment des typologies comme forme explicative de phénomène dans sa complexité, parce que il n'y a pas des lois vraiment, je dirais, générales de phénomènes, mais toujours il y a des types, et chaque type il y a des traits et des caractères à analyser et à mettre en avant. Donc, quand j'ai terminé ces phases-là, je vous dis que je me suis rendu compte que vraiment l'articulation entre théorie et terrain est plus complexe qu'on l'imagine. Parce que j'ai réalisé que vraiment il s'agit d'un va-et-vient, d'un aller-retour entre mes données qualitatives et mes données théoriques. Ça veut dire, quand j'ai commencé à décrire l'entretien, quand je reviens à la théorie, il y a des choses dans la théorie qui n'est pas claire, ou qui n'est pas, dont j'ai pas des éléments, je dirais, qualitatifs. Donc je reviens à l'entretien pour savoir ce que j'ai. Tu vois, en fait, il s'agit d'un dialogue. Un dialogue et un va-et-vient. Il n'y a pas une phase, une première phase c'est théorique, après une deuxième phase qui est empirique. Non. Vraiment c'est un va-et-vient, et c'est là où la réflexion, et c'est là où la problématique s'élabore petit à petit. Avant de terminer, j'aimerais bien mettre l'accent sur ce qu'on appelle la méthode d'exposition des données, parce que pour moi c'était vraiment un challenge, parce que moi dans ma thèse, la première version de la thèse dont j'étais content et tout, parce que j'ai fait une analyse thématique. J'ai fait 3 parties au départ. Chaque partie contient 2 chapitres. C'était thématique. Donc la première partie, c'était sur les conditions d'émergence de l'engagement religieux. La deuxième, c'était sur les expériences des salafistes par rapport à l'engagement. La troisième, c'était sur les effets à long terme de l'engagement religieux. Donc c'était une analyse thématique et une méthode d'exposition thématique. Mais quand j'ai déposé ça auprès de mon directeur de thèse, la réunion avec lui était vraiment de discuter avec moi, non pas les données, non pas mes propos analytiques, mais juste la méthode d'exposition. Et il m'a vraiment changé d'avis, parce que j'ai bouleversé ma thèse et il est passé de 3 parties pour qu'il devienne 5 chapitres. Parce qu'il m'a convaincu de la pertinence de choisir une méthode d'exposition non pas par thématique mais par processus. Et aussi il m'a convaincu que vraiment j'ai plein de données analytiques intéressantes, mais elles sont dispersées dans la thèse. Elles ne sont pas analysées selon le processus. Ça veut dire, dans le premier chapitre, j'ai choisi de travailler sur la période de pré-engagement. Donc, toutes les données que j'ai dans la première version, qui est dispersée par rapport à la question de pré-engagement, elle est dispersée dans 3 parties, je l'ai condensée dans un seul chapitre.
Et c'est la même chose pour la deuxième, le deuxième et le troisième et le quatrième et le cinquième chapitre. Donc c'est là, même la problématique était clarifiée pour moi. Et j'aimerais mettre l'accent sur ça. Entre la méthode d'exposition, c'est ce qu'on appelle le plan pour faire vite. C'est ce qu'on appelle votre plan de travail. Le plan et la problématique, il y a un lien étroit, une relation réciproque. Quand la méthode d'exposition, quand votre plan est clarifié, la problématique se clarifie aussi. Si votre problématique est clarifiée, le plan sera du même. Donc il y a vraiment cette relation étroite entre ces deux axes. Et je vous dis, ça veut dire quand j'ai changé, j'ai bouleversé la première version de ma thèse, dont j'étais content au départ, et que voilà, j'ai terminé ma thèse, ben voilà, j'ai tout changé, et vraiment ma problématique aussi a été changée, approfondie, clarifiée, et vraiment est devenue pertinente par rapport à la question du salafisme. Et la question de la problématique, je termine par ça, pour ne pas être assez lent. La question de la problématique, ce que j'aimerais dire sur cette question, c'est que on a vraiment l'impression qu'il faut dès le départ avoir une problématique claire. Ça, c'était une illusion. Parce que la problématique, elle est toujours en construction. C'est dans l'analyse même des données, dans la lecture théorique. Il se construit petit à petit. Il y a des éléments qui surgissent petit à petit. Et il faut noter ces éléments-là, il faut noter ces questions, ces questionnements petit à petit. Et c'est comme ça que la problématique se construit. C'est la raison pour laquelle on cesse de parler de problématique pour parler de problématisation. Ça veut dire qu'il s'agit vraiment d'un processus qui commence dès le choix du sujet jusqu'à la rédaction, pas de la thèse, de l'introduction, parce que l'introduction c'est la dernière chose qu'on rédige dans une thèse, parce que c'est là où on met le jus, c'est là où on met en avant, c'est là où on met la problématique, parce que après avoir rédigé la thèse, la problématique devient plus claire dans notre tête. Au départ, vous pouvez vous contenter des questions, des questionnements, mais pas vraiment une problématique. Donc, vraiment, c'est un exercice, c'est une réflexion. La problématique, c'est une réflexion. Il n'est pas seulement un ensemble des questions liées entre elles. C'était vraiment une position. C'était vraiment une position par rapport à la question, par rapport à votre sujet, par rapport aux études qui ont été faites déjà sur ce sujet. Donc, c'était vraiment une position intellectuelle et réflexive. Donc, voilà. Sur ce, je termine. Je vous souhaite bon courage et tout ce que je peux vous dire, c'est de savoir une chose, que le processus de réalisation d'une thèse, il n'est pas facile. Vous pouvez rencontrer, j'ai déjà rencontré des moments d'hésitation, de peur, d'angoisse, de dépression. Mais je vous rassure, ça fait partie du processus. Donc, ne lâchez pas, n'abandonnez pas. Just don't give up. Il faut vraiment aller de l'avant. Et il y aura des moments de chute. J'ai vraiment vécu des moments de 3, 4, 6 mois de chute, de pause. Mais ça fait partie. Il faut juste que vous sachiez que ça fait partie du processus de la thèse, et c'est normal d'avoir ces moments. Il devient vraiment des moments de pause, mais aussi moments de réflexion, moments de vraiment repenser toujours votre sujet. Donc bon courage à vous, et je vous souhaite bonne continuation. Bye.